Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce lundi 8 septembre. Ce soir, la marche blanche organisée samedi pour Tom, cet adolescent tué par sa mère au Sables-d'Olonne il y a une semaine. Plusieurs centaines de personnes qui ont répondu à l'appel des amis du jeune garçon. Le procès Xynthia également qui s'ouvre dans 7 jours, exactement 4 ans et demi après le drame. On va essayer de comprendre justement ce soir quels sont les enjeux de ce rendez-vous. Un rendez-vous crucial pour les familles de victimes. Beaucoup plus léger, le festival Facessi qui fait carton plein ce week-end pour sa 17e édition, la première sur son nouveau site. Et puis on ira se balader dans les allées de Festibio Énergie, aux Herbiers, le salon de l'habitat sain et du bien-être. Il y a tout juste une semaine, on apprenait donc qu'un adolescent de 15 ans, Tom, était retrouvé égorgé dans sa maison des Sables-d'Olonne. Depuis, sa mère a reconnu que c'était bien elle qui l'avait tué. Des aveux qui lui valent donc une mise en examen pour assassinat ainsi qu'une incarcération vendredi soir, donc la veille d'une marche blanche organisée samedi matin dans les rues Sablès par les amis du jeune homme. Pierre Dalicieux. Pas de mots pour décrire l'horreur, pas de mots mais une marche silencieuse dans les rues des Sables-d'Olonne. Environ 800 copains, parents, proches ou moins proches. Tout le monde est venu ce samedi matin pour un dernier au revoir. Hommage à Tom, quoi. Un pote, quoi. Voilà. Pour un ami à moi, pour lui rendre hommage. Un ami est mort lundi. Voilà. Enfin, on lui rend hommage, quoi. J'ai pas compris pourquoi elle a fait ça. Donc voilà. Vous connaissez ? Bah oui, je le connaissais bien. Devant sa maison, le lieu du drame, l'ambiance est pesante. Beaucoup ne peuvent contenir leurs larmes. Personne ici n'aurait pu prévoir une telle tragédie. Quelques jours après l'annonce du décès de Tom, tout le monde ici est encore sous le choc. C'était le meilleur ami de mon petit-neveu. Je le connaissais, c'est triste. Ça s'est passé juste après qu'il ait quitté notre maison. Voilà. Amis, famille, mais aussi professeurs étaient présents. Tom leur laisse un souvenir d'un garçon certes agité, mais surtout attachant. Certes en manque de repères, hein, clairement, avec une situation familiale qui était compliquée, qu'on a essayé de gérer, en tout cas que ma collègue a suivi en tant que professeur principal. Mais on ne garde pas le souvenir d'un garçon violent, agressif. C'était un bon camarade. Au sein de la classe. Ouais. Pas de mots mais des fleurs pour montrer l'amour, l'amitié que tout le monde ici lui portait et dont témoigne le lourd silence de cette matinée. Alors, triste hasard du calendrier, ce week-end était également organisé aux Essarts, un rassemblement pour Mathilde. À 16 ans, la jeune fille a été tuée en février dernier par un automobiliste alors qu'elle traversait la route sur un passage piéton. Ses parents avaient donc organisé ce rassemblement pour que les victimes de chauffards ne soient jamais oubliées. Delphine Ledu. C'est ici qu'il y a 7 mois, Mathilde a perdu la vie en traversant la route sur ce passage piéton. Une voiture l'a renversée. Aujourd'hui, ses parents, Corinne et Thierry, veulent crier haut et fort leur message. Au risque de la route et aux conséquences que... Plus jamais ça, oui, effectivement. C'est le message que nous souhaitons faire passer à un maximum de personnes. Après de nombreux échanges avec des familles, on est sur les mêmes idées. Il faut prendre conscience de la route. Il y a des changements de comportement à voir et c'est terrible, ça détruit des familles. Autour d'eux, environ 400 personnes venues les soutenir. Certains ont connu une situation similaire et veulent également souligner l'importance de cette journée. Il faut en parler parce que moi je suis dans le cas de mon ami, de mes amis Corinne et Thierry. J'ai perdu mon petit frère d'un accident de la route, donc je suis concernée. Je peux comprendre ce qu'elle vit aujourd'hui. Je suis maman et je veux jamais avoir à vivre ce que vivent mes amis aujourd'hui. Donc on est là pour dire faut que ça s'arrête, quoi, stop. Que tout le monde soit conscient que la route c'est un danger et que chacun prenne ses responsabilités. Des copains, des copines sont également venus partager leur douleur et leur sentiment d'injustice. Comme eux, Mathilde avait 16 ans lorsqu'elle est partie. On trouve ça injuste et on aimerait juste se réunir pour elle et pour les gens qui ont été victimes des accidents de la route. Comme Mathilde, 32 personnes ont perdu la vie depuis le début de l'année en Vendée. 33 tués, c'est 10 de plus que l'année dernière, à la même période.
Un avion biplace s'est crashé hier midi du côté de Talmont-Saint-Hilaire. Un avion privé avec à son bord une quinquagénaire et un sexagénaire, tous deux de nationalité suisse. L'appareil a subi une panne moteur. Il a chuté dans un champ de maïs au nord de l'aérodrome privé de Talmont. Grièvement blessés, les deux passagers ont été transférés à l'hôpital des Sables-d'Olonne pour la femme, celui d'Angers pour l'homme. Nous n'avons pas plus d'informations sur leur état de santé à l'heure où nous enregistrons. En politique, semaine importante pour les élections sénatoriales. Je vous rappelle que nous renouvelons nos 348 sénateurs à la fin du mois. Enfin, nous, plutôt ceux qu'on appelle les grands électeurs, puisque contrairement aux élections législatives ou présidentielles, le scrutin est cette fois-ci indirect. Députés, conseillers régionaux, conseillers généraux, conseillers municipaux vont donc choisir parmi les candidats lesquels siégeront pour la Vendée au Sénat. Pour l'instant, les 3 sièges du département sont occupés par Philippe Darniche, Jean-Claude Merceron et Bruno Retailleau. Parmi les candidats, donc, d'ici au 28 septembre, la date de l'élection, on va passer en revue les listes qui se présentent. Alors, outre celle menée par Bruno Retailleau, dont nous avons déjà parlé au mois de juillet, il y a 2 autres listes classées à droite. Celle d'Armel Pécheul, le 2e adjoint du maire des Sables-d'Olonne, Didier Gallo. Il se présente comme souverainiste. Quant à l'autre, elle sera menée par la première adjointe de Didier Gallo, Brigitte Tesson. Nous l'entendrons d'ailleurs demain. L'annonce a été faite vendredi. Elle aura comme numéro 2 l'ancien maire des Herbiers, Marcel Albert. Et puis à gauche, outre la liste PS avec à sa tête Stéphane Ibarra, il y aura également une liste Front de gauche avec comme tête de liste le maire de Montreuil dans le sud Vendée, ou encore une liste Europe Écologie Les Verts qui tenait un point presse ce matin. Objectif pour les écologistes, proposer une alternative à l'UMP et au PS. Écoutez. On porte un projet qu'on considère alternatif à la fois aux politiques libérales, parce que on a participé depuis 40 ans à la fois à des politiques libérales et à la fois à des politiques socialistes qui n'ont jamais réussi à être efficaces. Et donc on essaie de porter une alternative qui est basée sur la relocalisation des activités de production industrielle, la transition énergétique évidemment, et d'une manière plus générale, la prise en compte des grands enjeux à venir auxquels on ne pourra pas échapper et qu'il faut absolument qu'on commence à prendre en compte dans les politiques publiques. Et puis pour être tout à fait complet sur ces candidats au sénatorial 2014, j'ajoute que le Front National a également prévu de présenter une liste. Elle devrait être menée par la responsable départementale du FN, Brigitte Neveu. La fin de 4 ans et demi d'attente à partir de la semaine prochaine pour tous ceux qui, de près ou de loin, ont été touchés par la tempête Xynthia. Le procès s'ouvre lundi aux Sables-d'Olonne. Un procès qui s'attachera principalement à comprendre le pourquoi de l'ampleur de la catastrophe de février 2010. 29 morts, 750 personnes évacuées, 4800 maisons sinistrées. Carl Laboureux. Une tempête baptisée Xynthia, des vents violents conjugués à une marée haute de fort coefficient. La concomitance de ces événements particuliers n'est plus à démontrer. Au-delà des faits, l'enjeu principal de ce procès est donc avant tout de déterminer si la responsabilité des prévenus dans leurs agissements ou leurs manquements est engagée. Plusieurs questions seront ainsi soumises au tribunal. Pourquoi est-ce que, en France, dans cette nuit-là, une commune particulièrement, et particulièrement à l'intérieur de cette commune, une zone, et particulièrement à l'intérieur d'une zone, une cuvette qui est devenue mortifère, pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Il y a eu la tempête, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres éléments qui expliquent que 29 personnes aient trouvé la mort à cet endroit-là? Autrement dit, y a-t-il eu défaut d'information, d'organisation, de surveillance et des secours? La population et les élus avaient-ils connaissance des risques et des zones inondables? Dans le box des prévenus, 5 personnes, dont René Maratier, maire de la Faute-sur-Mer au moment des faits, et 2 sociétés. Des peines d'emprisonnement sont encourues pour homicide involontaire aggravé et mise en danger. Face à eux, 2 associations, dont la VIF, et 123 personnes constituées partie civile, et toutes dans l'attente de réponses et d'enseignements, car l'autre enjeu de ce procès dépasse les frontières du département. Xynthia pourrait se reproduire ici ou ailleurs. Les conclusions de ce procès seront donc précieuses. L'exemple qui va pouvoir être donné, c'est surtout un exemple de ce qu'il faudrait faire pour prendre en considération la vulnérabilité de telle ou telle commune. On connaît les points de vulnérabilité. La loi donne les moyens aux municipalités d'agir pour limiter au mieux les risques que les populations encourent. Et si le procès doit avoir valeur d'exemple, c'est de dire
Voilà ce qu'il faudrait que les municipalités mettent en œuvre pour limiter au plus le risque que les populations courent en vivant le long du littoral. Xynthia a marqué les esprits. Plus de 4 ans et demi après, ce procès devrait aussi marquer l'opinion publique, avec en toile de fond la conscience du risque, aujourd'hui trop souvent oublié. Et vous pourrez retrouver un point quotidien de l'avancée de ce procès Xynthia dans le journal de TV Vendée dès le premier jour d'audience, lundi donc, ainsi que sur le site internet de la chaîne. La disparition d'une figure locale des Sables-d'Olonne, Constant Friconeau, le grand amoureux de la chaume, comme le surnomment certains, est décédé samedi. Constant Friconeau était considéré comme une des mémoires sablaises qui connaît à peu près toute l'histoire de sa commune. Il était écrivain. Constant Friconeau a également présidé l'association Olona, groupe d'études historiques. Nous l'avions rencontré en janvier 2012 pour parler notamment du port des Sables. Les grosses activités, ça a été jusqu'aux guerres de Louis XIV qui mobilisaient les marins à tout bout de champ. Jusque-là, la population, le port des Sables était très florissant. Parce on en parle, on était le premier port morutier du royaume. Hein. Et ça tenait une chose, parce qu'on avait un port, mais on avait du sel. Et à l'époque, quand les Bretons et les autres ont voulu aller faire la morue, il fallait qu'ils descendent chercher du sel. Pendant ce temps-là, les marais sablés avaient déjà fait un voyage. C'était un avantage considérable. C'est quelqu'un qui a toujours milité pour l'histoire locale, pour la préservation du patrimoine, et notamment du patrimoine maritime. On sait à quel point il était très attaché à la création d'un musée de la mer. Et jusqu'à ces derniers mois encore, on militait, on travaillait ensemble avec Constant, puisque Constant était à l'origine de la création d'un comité de pilotage. Les Sablais et les Chaumois estimaient énormément Constant, puisqu'il leur a apporté beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir à travers toutes les recherches, les émissions qu'il pouvait faire. Et puis son langage si particulier, Constant avait cet accent chaumois si caractéristique. Constant Friconeau allait avoir 91 ans. Ses obsèques sont prévues demain après-midi en l'église Saint-Nicolas de la Chaume, aux Sables-d'Olonne. Sport, avec la traditionnelle rétrospective de quelques-uns des événements qui ont marqué le week-end. Cette fois-ci, Edwige Richard nous parle ce soir de foot, de hockey sur glace et de course auto avec le rallye Côte de Lumière. C'était le rendez-vous du week-end dans le monde du ballon rond. Les deux équipes vendéennes de CFA sur le même terrain. Mais les herbiers devaient reconquérir leurs supporters. Après 2 défaites en 2 matchs, eh bien c'est chose faite. Les Rouges et Noirs se sont imposés 2-1 face à Fontenay-le-Comte. Le coach des Bleus, quant à lui, regrette l'état d'esprit de ses joueurs. Sur la glace, les hockeyeurs de La Roche-sur-Yon poursuivent leur préparation avant le début du championnat à la fin du mois. Et les joueurs du Hogli semblent prêts. Les 2 matchs du week-end face à Meudon le confirment. Les Noirs se sont imposés samedi et dimanche. Seul bémol, le match de dimanche n'a pas pu se terminer. Un joueur de l'équipe adverse a été touché grièvement à la tête. Après la glace et le froid, la poussière et la chaleur, dimanche, sous un soleil estival, Beaulieu-sous-la-Roche a accueilli le rallye des Côtes de Lumière. 98 km de course entre Beaulieu, Martinez, Landron et Saint-Georges de Pointe-à-Doux. Les vainqueurs se retrouveront pour la finale nationale des rallyes le 19 octobre prochain à La Roche-sur-Yon. Et puis un dernier mot de foot avec les autres résultats en national. Défaite à domicile de Luçon, victoire à l'extérieur du Poiré-sur-Vie. Et puis donc en CF1, on l'a vu, victoire des Herbiers dans le derby qui l'opposait à Fontenay-le-Comte. Tous les détails et les autres sports qui se sont distingués ce week-end, c'est évidemment dans 85 chrono à 21h. De la musique aussi ces 2 derniers jours. Mouilleron le Captif organisait la 17e édition de son festival Facessi. 17e édition, mais première fois à la Longère de Beaupuy, tout près du Vent d'Espace. 3 jours de spectacle avec en point d'orgue la venue hier de la chanteuse Tal. Une météo parfaite, des artistes particulièrement attendus, 12 000 visiteurs. Bref, bilan très positif pour Facessi 2014. Challenge gagné aujourd'hui parce que l'ensemble des installations est très supérieur à ce que nous avions jusqu'à présent, à la fois pour accueillir les festivaliers, pour accueillir les artistes. Et comme nous avions une très bonne programmation et que nous avons 3 scènes au lieu d'1 ou 2, bien évidemment, en qualité, le festival l'a emporté. Au soir de cette ultime édition en ce qui me concerne, je suis assez satisfait de l'état d'esprit dans lequel ça se déroule du point de vue des bénévoles, des partenaires, qui sont parfois partenaires et bénévoles, et puis aussi des artistes qui repartent ravis.
Et puis quelques images aussi de la Grande Bordée, la fête des gens de la mer à la Chaume. C'était samedi au Sables-d'Olonne. Pour les organisateurs, près de 30 000 personnes ont participé à l'événement. Défilé en costume, scène de vie sur les quais, sortie de vieux gréement. Bref, un peu comme autrefois Chaland qui replonge tous les étés les visiteurs dans l'ambiance du bocage en 1910. Et bien là, c'était la Chaume au début du XXe siècle. La Grande Bordée, c'est toujours voulu être la vitrine de toutes les associations du monde de la mer, des travailleurs du monde de la mer, qu'on n'oublie surtout pas que les Sables-d'Olonne, c'est avant tout un port de pêche. Après que tout le monde tourne là autour, c'est superbe. Voir tous ces gens-là qui sont tous en liesse, parce que voilà, c'est de l'amitié, c'est de la fierté, c'est de la solidarité, c'est des belles valeurs qu'on essaie de faire partager. Image de notre correspondant des Olonnes, Jean-Marie Bidot. Et puis après Mouilleron Captif et son festival, après la Chaume et sa fête populaire, place aux herbiers et au salon Festibio Énergie. Un rendez-vous pour les amateurs d'un mode de vie tourné plutôt vers le développement durable et le bien-être. Paul Burgot. En se promenant dans les allées, les visiteurs découvrent que l'écologie se décline partout au quotidien. Au stand de Recycleware, par exemple, les vêtements d'Emmanuel sont entièrement recyclés. Tout est fait à partir de récupération. C'est-à-dire que je travaille sur un vêtement en fait à la base et après j'y ajoute donc des morceaux de tissu, des fournitures, mais qui est issu de la récupération. C'est vraiment valoriser en fait du déchet pour des personnes, mais qui va être de la matière première pour moi. Pour les produits de beauté, il faut aller un peu plus loin chez Marie-Jeanne. Ici, on se maquille tout en restant naturel. Les gens recherchent des produits de qualité. On leur fait croire à beaucoup de choses qui sont plus ou moins écologiques et tout. Et les gens reviennent beaucoup au naturel. La maison, elle aussi, peut se refaire une beauté. Johan propose des produits de décoration non toxiques. Les gens prennent conscience d'une certaine dangerosité des produits conventionnels qui contiennent beaucoup de substances nocives, des cancérigènes, des reprotoxiques, etc. Il y a beaucoup d'émissions de substances nocives quand on utilise une peinture synthétique, quoi. Les produits chimiques chassés, on se dirige à une dizaine de mètres plus loin. Le stand de Sandra propose, lui, de se débarrasser d'ennemis qu'on ne voit même pas, les ondes électromagnétiques. On positionne des gaines dans la maison, on appelle ça des gaines blindées, en fait avec une spirale d'aluminium qui évite, on va dire, tout ce qui est volt de sortir. Nourriture, soins, transport, rénovation, au total Festibio Énergie rassemblait une soixantaine d'exposants de secteurs divers, mais tous liés à l'écologie ou au bien-être. Avant de se quitter sur quelques mots de météo, on va ouvrir l'agenda de la semaine. Un agenda dans lequel vous aurez peut-être d'ailleurs déjà inscrit depuis quelques temps les grandes marées. Elles sont de retour, elles commencent demain mardi, mais les plus forts coefficients sont attendus mercredi et jeudi. Jeudi justement, publication par le Secours populaire et Ipsos du baromètre sur la perception de la pauvreté en France. L'an dernier, l'étude mettait notamment en avant la situation des mères célibataires qui font partie de ceux qui souffrent le plus de cette pauvreté. Et puis samedi, commémoration vendéenne du centenaire de la première bataille de la Marne. On en reparlera dans le journal, notamment lundi prochain, avec les images tournées sur place par TV Vendée. Ce week-end du 13 septembre marque en fait les 100 ans du début de la Première Guerre mondiale. Dès vendredi, une cérémonie internationale est même prévue avec plusieurs chefs d'État du côté de Mondement, au sud de Reims. Le temps de ce mardi, pour finir, eh bien, c'est une journée plutôt difficile à prévoir. Le département est à la limite de la zone instable, donc si on a de la chance, on échappe aux petites pluies. Sinon, une partie du territoire sera arrosée par les averses. Le bulletin complet, c'est donc dans un instant avec Armelle Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain, même heure, pour le prochain point sur l'actu vendéenne. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée et à demain.